Bonjour. Cette année, le thème choisi par le Centre d'Alembert concerne la liberté académique. Ce thème, il a été choisi en raison de l'actualité. Dans certains pays, la liberté académique a déjà été attaquée depuis longtemps. En revanche, ici, les menaces sur l'enseignement supérieur et la recherche semblaient assez distantes, loin dans le temps, loin dans l'espace. Mais voilà, les menaces se rapprochent. Le, le périmètre fluctuant de la liberté académique, il révèle quelque chose des liens entre les sciences et la société. L'autonomie des institutions de recherche vis-à-vis des acteurs politiques, économiques, religieux est variable avec des intermédiaires plus ou moins nombreux pour amortir ces variations, ces chocs. Durant les phases de tension, ce que fait la société à la science est un indicateur de la tolérance à la critique, de l'appétence pour la culture, du goût pour les débats argumentés. Et lors des moments de tension, la fragilité des institutions et des scientifiques réapparaît. Depuis plus d'un an, aux États-Unis, des agences fédérales ont été fermées, des chercheurs et des chercheuses ont été licenciés, des budgets pour la recherche et l'enseignement supérieur ont été supprimés, ou réduits, des thèmes de recherche et même des mots dans les projets de recherche ont été interdits. Sur les campus, les formes de mise en débat et de contestation de l'ordre établi, qui sont relativement traditionnelles dans le monde universitaire, ont été criminalisées. Donc la situation aux États-Unis n'est pas joyeuse, ce qui rend le thème des menaces à la liberté académique pertinent ici et maintenant. C'est l'extension de ce mouvement à l'encontre du monde académique. Ici en France, les tensions se matérialisent à travers différentes modalités, dont le fléchage et la restriction des financements, comme par exemple récemment les financements du CNRS, dans l'extension des zones à régime restrictif, notamment par exemple à l'INRIA, l'interdiction de se réunir et de débattre sur certains sujets, le Moyen-Orient, voilà, tout un tas de thèmes où en tout cas on ne se prive pas de mettre des bâtons dans les roues de certains événements et de certains débats académiques. Il y a également du non-recrutement de personnes sur la base de l'avis du fonctionnaire défense. Il y a une criminalisation ou en tout cas des procédures engagées contre les contestations étudiantes avec des conseils de discipline, des exclusions, des signalements à la police. Donc voilà, il y a suffisamment d'exemples pour s'inquiéter du mouvement global qui se produit actuellement ici aussi en France. Donc, différentes institutions de recherche ont été impactées avec des restrictions de la liberté académique, avec différentes formes d'attaques, mais aussi différentes disciplines qui ont été menacées. Alors, pourquoi certaines disciplines sont-elles attaquées plus que d'autres? Déjà, c'est une première question. Et puis, est-ce qu'on attaque toutes les disciplines de la même manière ou est-ce que pour chaque discipline, il y a des spécificités? Donc, en plus de décrire les causes et les méthodes qui conduisent certains à entraver la liberté académique, on voudrait pouvoir discuter des conséquences que cela a, non seulement sur les personnes qui sont directement visées et les institutions visées, mais aussi sur l'ensemble du milieu académique, voire sur les modes de pensée. Donc, pour parler de cela, aujourd'hui, on reçoit deux intervenantes, Adrienne Resser et Camille Gourdeau, en ligne. Adrienne est chercheuse à l'INRAE, ici sur le campus de l'Université Paris-Saclay. Elle travaille dans l'UMR génétique quantitative et évolution. Camille est socio-anthropologue, postdoctorante à l'Institut Convergence Migration
Et Camille est aussi membre du bureau de l'Observatoire des atteintes à la liberté académique, l'OALA. Donc, chacune des intervenantes va parler environ 30 minutes. Et puis, à la suite de ces deux interventions, on débattra et toutes les deux en même temps répondront aux questions et le débat sera ouvert. Donc, merci et place à Adrienne Rosser. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Adrienne Resser et donc, comme Julien l'a dit, je suis chercheuse à l'UMR de génétique quantitative et évolution sur le plateau de Saclay. Et donc, la façon dont j'ai choisi d'aborder la question, elle est personnelle. J'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui faisait que éventuellement il y ait des attaques contre les chercheurs ou les recherches, que les recherches soient remises en cause. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que nos sociétés, elles sont traversées par des controverses. Une controverse étant une discussion argumentée engendrée par l'expression d'une différence ou divergence d'opinion ou d'une critique quant à un problème, un phénomène ou un état de choses. Et en théorie, à l'intérieur des communautés scientifiques, le partage de la méthode scientifique devrait nous permettre de débattre et de résoudre ces controverses. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, ce que j'ai pris là, c'est un graphique qui illustre la variation des controverses entre donc un pôle qui est de nature épisystémique, où c'est des controverses purement scientifiques. Et donc, on sent bien que ce type de controverse, elle peut être violente à l'intérieur d'une discipline scientifique, mais elle ne va pas déboucher sur plus que des discussions entre les chercheuses ou les chercheuses, même si éventuellement, dans certains cas, ça déborde sur la société et que des personnes intéressées par la discipline se passionnent pour celle-ci. Et à l'autre extrémité, il y a le pôle social, les normes sociales, et donc les controverses sociales, elles sont provoquées par des normes sociales, des valeurs et des opinions. Et donc ces controverses-là, elles peuvent être assez brutales, mais en général, elles ne provoquent pas il y a un consensus scientifique, plus ou moins, et donc il n'y a pas de discussion entre les scientifiques. Donc oui, j'ai pas cité des exemples, mais du côté du pôle épisystémique, il y a la nature des roches d'Aquilia, est-ce que les virus sont vivants, ou la mécanique quantique Bohr-Einstein. Et de l'autre côté, par exemple, le refus des transfusions sanguines ou l'opposition à l'enseignement de l'évolution. Et ça, c'est quelque chose, un mouvement qui a lieu aux États-Unis et qui provoque effectivement des frictions assez importantes dans la société, mais a priori, pas de problème à l'intérieur dans les communautés scientifiques. Et il y a enfin les controverses socio-scientifiques qui sont à la jonction des deux, et où en fait, en tant que scientifique, on va être, la façon dont on se représente le monde va avoir un impact sur la façon dont on vit la controverse, et donc ça va produire des fractures, donc qui sont pas seulement entre scientifiques, pas seulement des rencontres entre la société civile et les scientifiques, mais carrément quelque chose qui est alimenté de tous les côtés
et qui va profond dans la communauté scientifique. Et donc, ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est pourquoi je pense que ce qui se passe en agriculture et les recherches qui sont menées autour de l'agriculture suscitent un grand nombre de controverses socio-scientifiques et du coup, pourquoi ça pose un certain nombre, enfin, ça pose des problèmes à tous les niveaux. Donc, comme je commence, il faut que je définisse qu'est-ce que c'est que la liberté académique. Et donc, j'ai fait pour cette diapo le choix du féminin neutre pour présenter l'article L 952.2 du Code de l'éducation. Donc, c'est ça qui définit pour moi la liberté académique. Et donc, c'est en gros, c'est une triple liberté, pleine indépendance et entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur impose, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer, dans la suite de l'exposé, dans quelle mesure les universitaires, enfin, je vais poser la question, je vais essayer de la poser en tout cas, dans quelle mesure les universitaires sont-elles libres de définir et de mener à bien leurs recherches et leurs activités d'enseignement sans interférence, et puis peuvent-elles contribuer au débat public sur des questions politiquement pertinentes sans craindre ou subir des conséquences négatives. Et donc, ça, c'est quelque chose on présente en fait dans mon laboratoire à la Fête de la Science pour discuter avec les personnes qui sont présentes, et en général, on leur pose des questions. Et donc, c'est juste une manière de formaliser une partie des problèmes qu'on rencontre dans notre discipline. Donc la question, c'est combien d'êtres vivants dans cette pièce? Donc c'est une étude qui est présentée et qui a été réalisée sur 50 maisons américaines. Donc dans les 50 maisons américaines, il y avait un total de 750 espèces d'arthropodes et aussi de nombreux microbes. 119 espèces de champignons sont fréquentes. Et il y en a 791 qui ont été identifiées en tout, et puis 8000 espèces de bactéries ou d'archées. Donc, il y a pas mal de monde. Et puis, donc, en fait, la réponse sur le combien d'espèces il y a dans cette pièce, il faut aussi tenir compte de combien d'êtres vivants sont en nous. Et donc, en fait, le nombre de cellules humaines, c'est en tout 30,10 puissance 12 cellules. Et en fait, le nombre de bactéries qui sont hébergées à notre surface, y compris dans notre tube digestif, c'est 38 fois 10 puissance 12 bactéries. Donc, il y a plus d'espèces autres en nous et autour de nous que de bactéries. Alors, il y a en plus quelques champignons. Donc, c'est le microbiome comprend quelques champignons. Et puis, encore moins d'acariens. Donc là, j'ai mis un démodex qui aime bien vivre dans port de peau. Et donc, en fait, dans cette pièce, il y a déjà une quantité, il y a des milliards d'êtres vivants. Et c'est encore plus important si jamais on sort dehors. Et donc, si jamais on sort dehors et qu'on prend une petite cuillère de sol, les sols, ils abritent 25% de la biodiversité. Et donc, dans 1 gramme de sol, on a 1 milliard de bactéries et 1 million de champignons, 1 million d'espèces pour les bactéries et 100 000 espèces
pour les champignons. Et donc, en fait, la diversité biologique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à appréhender. Hein. L'essentiel, on ne la voit pas, et pourtant, elle est énorme et elle est partout. Voilà. Donc, c'est ce que je dis là. Donc, là, on ne connaît qu'une petite partie de la diversité biologique. Donc, ce que vous avez là, c'est la répartition de la biomasse. Alors, je m'excuse, c'est un peu petit. Mais donc, le vert, c'est les plantes. Et puis, les bactéries, c'est le violet. Et les animaux, ben, c'est une toute petite tranche de la biomasse totale. Et puis, en fait, on estime qu'il y a à peu près 11 millions d'espèces sur la planète et seulement 1,4 million d'espèces qui sont décrites. Alors, vous le savez, je pense, actuellement, on a un effondrement de la biodiversité. Donc, cette infographie me montre pour les mammifères vertébrés, il y a 10 000 ans, il y avait 1% d'humains, à peu près 10 millions de personnes, et puis 99% d'animaux sauvages. Aujourd'hui, on a 1% d'animaux sauvages, 32% d'humains, 7,8 milliards, et puis 67% en biomasse d'animaux d'élevage. Donc, comment expliquer ça? En se posant la question de quelle est l'empreinte humaine sur la biosphère. Donc, l'empreinte humaine sur la biosphère, la biomasse animale est en fait inférieure, moitié moindre de la totalité du plastique qui a été produit jusqu'ici. Et en ce qui concerne les bâtiments et puis les infrastructures routières et autres, eh bien, il y a 900 gigatonnes de biomasse de biomasse des arbres et plus de masse des infrastructures et des bâtiments. Et donc, vous connaissez certainement cette représentation des limites planétaires. Qu'est-ce que c'est qu'une limite planétaire? C'est les limites à ne pas dépasser pour ne pas prendre le risque de compromettre les conditions terrestres favorables à l'humanité. Et donc, on voit la Terre, et donc, quand c'est vert, c'est la zone soutenable, et la part d'appropriation de l'humanité. Et quand on quitte la zone soutenable, et que donc on court le risque de modifier notre système Terre, eh bien, c'est rouge. Et donc, en 2025, on est rouge sur 7 des 9 limites planétaires qui sont dessinées. Et donc, l'agriculture, c'est une activité essentielle pour l'humanité. Elle nous nourrit, elle nous habille, elle meuble nos maisons, équipe nos constructions. Mais elle a un impact prépondérant dans 6, enfin prépondérant ou important dans 6 des limites dépassées, typiquement l'intégrité de la biosphère, dans 6 des 7 limites dépassées, la production de gaz à effet de serre, c'est 25% à l'échelle mondiale, la pollution chimique, les changements d'affectation des terres, les ressources, elle affecte les ressources en eau, et puis elle est la cause principale des perturbations des cycles biogéochimiques. Voilà. Alors, j'ai un problème. Alors, ouais, donc, très bien. Donc, ce que je vous ai présenté, les limites planétaires, c'est pas un scoop en fait.
déjà en 2009, c'était les premières, c'est la première publication. Et vous pouvez voir qu'en 2015, ils avaient estimé 7 des limites planétaires et ils en avaient trouvé 3 qui avaient été dépassées. En 2015, c'est 7 et 4 dépassés. En 2023, 9 et 6 dépassés. Et en 2025, donc 9 et 7 qui sont dépassés. Et en fait, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, qu'on excède les capacités écologiques de notre environnement. Et donc, du coup, c'est su depuis longtemps, et en particulier, une des controverses socio-scientifiques qui se sont produites depuis longtemps dans la communauté scientifique, c'est par exemple celle qui s'est produite autour des pesticides. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a différents types de sciences. Il y a des sciences qui transforment l'environnement, et donc en particulier la science de la protection des plantes, qui produit des pesticides, est une science qui a transformé profondément l'environnement. Et puis, il y a des sciences qui documentent les effets des sciences qui transforment l'environnement. Et c'est le cas des écologistes. Et Rachel Carson est une biologiste marine qui a décrit dans le célèbre livre Silent Spring les risques qui étaient associés aux pesticides dans l'environnement. Et donc, le fait qu'il y ait ces deux types de sciences dans la communauté scientifique, ça produit des controverses socio-scientifiques qui durent et qui font partie de conflits qui durent sur le long terme. Alors, ouais. Donc l'agriculture, qu'est-ce qui se passe? Il y a des impératifs qui sont inconciliables pour les agriculteurs, qui sont assez inconciliables. Donc, il faut assurer un revenu décent aux agricultrices et aux agriculteurs, fournir des produits essentiels à la société à un coût abordable pour les consommateurs, fournir des produits qui sont bons pour la santé, le faire dans un environnement mondialisé où les prix agricoles sont déterminés sur un marché mondial, et puis préserver la capacité productive de l'exploitation. Et ça, il faut le faire alors que le climat a déjà changé. Et donc, ce que je vous montre en bas de ce graphique-là, c'est l'évolution du rendement du blé tendre d'hiver au fur et à mesure des années entre 1961 et 2021. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le rendement augmente de façon relativement linéaire jusqu'à 1991, où cette augmentation du rendement s'arrête brusquement et on voit osciller en fait les courbes de rendement à partir de 1991, et c'est associé, et ça coïncide avec les anomalies de température chaudes qui se produisent à partir des années 90. C'est assez spectaculaire. Et donc, si on regarde en fait ce qui se passe dans les dernières années, il y a des événements climatiques éventuellement extrêmes qui se produisent de façon répétée et qui peuvent faire des importants accidents dans la production de blé. Et donc, ça, c'est les propositions d'Arvalis, donc il y a un institut technique pour que les agriculteurs
puissent continuer leur activité. Et donc, la proposition, c'est d'adapter l'itinéraire aux conditions de l'année et sécuriser la production en étant réactif, en optimisant au cours de la campagne vis-à-vis de la variabilité des stades bioagresseurs, donc avec les outils numériques, valoriser les tolérances génétiques aux bioagresseurs, recalage de cycle de vie, date de semis, opportunité d'avancer les semis de culture de printemps et reculer les semis de culture d'hiver. Bref, il faut que l'agriculteur s'adapte à des conditions qui deviennent fortement imprévisibles. Donc, le choix variétal est quelque chose d'important et ça va reposer sur la génétique et l'amélioration variétale. Donc, stratégie d'adaptation, tolérance génétique au stress climatique, etc. Technique de sélection plus performante et plus rapide parce qu'on est dans un environnement changeant et que adapter la sélection à un environnement changeant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait. Avant, on adaptait les plantes à un système de culture. Le système de culture, il change. Et il y a la diversification des systèmes de production et l'accès à l'eau. Donc, diversifier les productions, développer l'accès à l'eau, saisir les opportunités offertes par le changement climatique. Donc, évolution des sols de culture, 2 cultures par an, semer avant récolte, couverts végétaux et agriculture de conservation, etc. Donc, plein de choses pour diversifier les opérations de culture, sauf que c'est compliqué pour les agriculteurs qui éventuellement se retrouvent dans l'incapacité de même faire les opérations qui étaient avant possibles quand le climat était moins aléatoire. Alors, ça se fait sachant que l'urbanisation s'est faite au détriment des terres agricoles et que en fait, en France, entre 1950 et 2020, en 70 ans, la France a perdu 12 millions d'hectares de terres agricoles. L'essentiel de l'artificialisation en France s'est fait au détriment des terres agricoles. On est passé de 70% de la sole à 50%. Et ce que vous pouvez voir ici en dessous, c'est que la surface moyenne des fermes en hectares est passée de 15 hectares en 1960 à 69 hectares en 2020. Et donc, ça s'est fait en plus avec donc, tous les problèmes que rencontrent les agriculteurs, c'est en plus avec des fermes qui sont plus grandes et moins de personnes qui travaillent dans les fermes. Ça se fait aussi avec une population française qui qui est une urbanisation qui s'est faite à partir de la périphérie des villes et qui a mangé sur les terres agricoles. Et donc, ce que vous voyez, en fait, c'est que le rouge, c'est les zones urbaines denses, le orange, les zones urbaines moins denses, et puis il y a différents niveaux de ruralité et il y a eu un afflux massif de population dans ces différents niveaux de ruralité. Et en fait, le zéro artificialisation nette, il a pour objectif de protéger plutôt les terres agricoles, au moins autant que la biodiversité. Et ce qui s'est passé dans les jours précédents, le 14 avril à 2026, l'objectif zéro artificialisation nette destiné à lutter contre la bétonisation des sols a été de nouveau assoupli par l'Assemblée nationale. Donc, la situation ne se produit pas mieux. Elle était dupliquée. Donc, on a un afflux de population dans les zones rurales et en fait,
Si jamais on regarde les cartes, donc ici, vous avez une carte qui est la densité de population. Plus c'est foncé, plus il y a d'habitants. Et à côté, vous avez une carte avec cette fois le nombre de traitements pesticides. Et donc, quand on fait la corrélation entre densité par département et traitement IFT, traitement pesticide, et ben on s'aperçoit que la corrélation, elle est bonne, elle est de 0,42. Donc, elle est positive et de 0,42, ça veut dire que on traite le plus là où il y a le plus d'habitants. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve quand on regarde la concentration totale en pesticides dans les cours d'eau. Donc c'est une carte qui est un peu plus ancienne. Donc celle-là, c'était dans les années 2015-2020. Et on retrouve sur cette carte que la concentration totale en pesticides, eh ben, elle est aussi corrélée à la densité en population. Et donc, ce qui s'est passé dans les mois qui m'ont précédé, c'est donc on se trouve en fait dans une situation où il y a des fortes chances qu'il y ait un conflit entre les personnes, enfin la société civile et les agricultrices et les agriculteurs. Et c'est le cas. Hein. La pétition contre la loi Dupont en fait 2 millions de signatures. Et du coup, il y a eu un débat sans vote le 11 février 2026 à l'Assemblée nationale. Donc, cette pétition, elle réautorisait les nicotinoïdes. Enfin, donc, tous les ingrédients de controverses socio-scientifiques explosives, en fait, sont présents au niveau de l'agriculture. Hein. Et l'année dernière, il y a eu des attaques contre différents organismes de l'État, l'Office français de la biodiversité, qui fait de la police de l'environnement, mais qui est aussi un organisme où il y a de la recherche et qui documente tout ce qui se passe au niveau de la biodiversité. Il travaille en relation avec le CNRS et l'INRAE. Et puis, donc, des attaques sur INRAE. Vous avez ici, INRAE a été muré, et l'ANSES. Alors, les attaques contre INRAE et l'ANSES, c'était symbolique. Les opérations menées contre les personnes de l'OFB ne sont plus symboliques. C'est des dégradations et insultes contre les locaux et employés de l'Office français de la biodiversité en 2024. Et alors, la réaction de Annie Genbar pour les attaques contre INRAE et l'ANSES a été la suivante. En manifestant tôt ce matin devant l'INRAE et l'ANSES dans le calme et avant l'arrivée des salariés, les agriculteurs ont exprimé leurs attentes immenses vis-à-vis de la recherche et des scientifiques pour trouver des solutions aux défis gigantesques de notre agriculture. Je partage leur sentiment d'urgence face au changement climatique et à l'impérieuse nécessité de continuer à nourrir les Français avec le produit de nos fermes. Donc en fait, c'est vraiment pas une condamnation qui a été faite et les soutiens pour l'OFB ont été tout aussi modérés. Donc, il y a d'autres remises en cause. Alors, cette fois, de la collecte de données faunistiques. Donc, ça, c'est une carte, c'est une capture d'écran de MoveBank qui recense toutes les études concernant les mouvements de carnivores. C'est une collègue qui travaille sur ce type de données qui me l'a donné. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que la France n'a pas de données de collecte. Et pourquoi la France n'a pas de données de collecte? C'est que pour collecter des données sur les grands carnivores, eh bien, il faut une autorisation du préfet et les préfets n'autorisent pas le suivi des grands carnivores pour éviter des conflits avec les éleveurs.
Donc, on est dans un cas où on ne permet pas en fait la collecte de données. Et donc, ça a un vrai problème parce que, par exemple, on ne peut pas baser des choix de suivi des populations ou de contenir les populations sur des données scientifiques. On ne sait pas sur quoi se basent les personnes pour faire de la régulation de population, typiquement. Alors, c'est vrai pour les données faunistiques, hein, mais c'est vrai aussi, ça arrive aussi pour les données de pollution aux pesticides. Et là, c'était le 30 mars 2026, hein, il y a quelques jours. Et donc, une première. Donc, c'était l'ATMO qui publiait une première carte pour connaître les molécules que respirent les Français. Et Atmos France souhaiterait élargir la collecte de données à d'autres sites pour affiner la précision de cette dernière cartographie des pesticides dans l'air de France. Mais la fédération se heurte à un obstacle de taille. Certaines collectivités proches de zones agricoles refusent que l'on fasse ces mesures. Et donc, de nouveau, il y a obstacle à la collection de données. Et donc, ce qui se passe aux États-Unis se passe aussi en France. Et moi, j'ai connaissance de ces deux cas. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Alors, donc on est face à des controverses socio-techniques où il y a des attaques contre les scientifiques parce que les agriculteurs et les agricultrices sont en difficulté. Il y a des conflits entre différents segments de la société, les agriculteurs et les agricultrices, les usagers. Et donc, je n'ai pas fait les autres scandales sanitaires, mais vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour avoir beaucoup de problèmes de conflits socio-techniques. Et donc, INRAE, en fait, ça fait longtemps que ça se produit, hein, puisqu'on a dit que déjà, dans les liens dans les différences qu'il y avait entre DDT et entre les sciences, en fait, il commençait à y avoir des possibilités de conflits socio-techniques très larges. Donc, il y en a un certain nombre. Donc, on est quand même dans un monde où c'est difficile de trouver des données fiables et où on a toujours peur de tomber sur des fake news. Donc, différents organismes de recherche français, australiens et autres ont fait un journal en fait, où des scientifiques publient sur des sujets de société. Et donc ça, c'est une des sources que moi, je trouve assez fiable dans les disciplines que je connais et donc que j'utilise pour pouvoir m'informer. Alors, l'autre chose, pour travailler sur des controverses socio-scientifiques, ça a été développé par les organismes de recherche et il y a différents types d'outils pour aider les chercheuses et les chercheurs. Donc, il y a par exemple une charte d'expression publique INRAE, et donc, dans laquelle il est dit qu'il faut que je me présente et que je vous explique ma posture, et donc je le ferai dans la diapo d'après. Donc, il y a aussi des fiches pratiques pour aider dans toutes les situations où on présente des données scientifiques éventuellement conflictuelles au public. Et puis, il y a les expertises scientifiques collectives, les prospectives et les études au service des politiques publiques, mais aussi du débat public, qui sont aussi des sources très importantes d'informations qui font un état de l'art avec un protocole qui est bien arrêté. Et il y a des chartes qui sont consultables. Et puis enfin, il y a la mission agrobiosciences, qui est un centre national de médiation et d'instruction des controverses. Elle est chargée de repérer des signaux faibles et d'analyser les tensions qui traversent la société dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, des territoires ruraux, de l'environnement,
des sciences et techniques du vivant. Et puis, ses principales missions, c'est l'organisation des controverses européennes. Et puis, il y a un journal, la revue Sésame, Sciences et Société, Alimentation, Mondes agricoles et environnement. Alors, donc moi, mon point de vue, il est situé, hein, c'est mon avant-dernière diapo, que jamais. Et donc, je suis Adrienne Resser, je suis chercheuse INRAE au laboratoire de génétique quantitative et évolution. Je suis une biologiste de terrain et une modélisatrice. Je travaille sur l'évolution des génomes végétaux, sur la réponse à la sélection chez le maïs, et puis l'impact de l'urbanisation sur les territoires agricoles. Mes connaissances disciplinaires me permettent d'avoir un avis sur l'évolution, la génétique quantitative, enfin la génétique formelle des populations et quantitative, la génomique et la dynamique des populations. Et puis aussi, d'un point de vue sur les OGM, les grandes cultures, la biodiversité dans les territoires agricoles. Je suis aussi responsable RSE, responsabilité sociale et environnementale pour mon laboratoire. Et puis, j'ai une activité militante, donc je participe à des actions scientifiques en rébellion, à des ateliers organisés par les ateliers d'écologie politique. Je suis cycliste, conseillère municipale, et puis je fais de l'aide aux migrantes. Et donc, le point de vue que je vous ai présenté, en fait, je vous ai dit que des choses que je peux assumer en tant que chercheuse dans ma discipline. Voilà. Et je représente mon point de vue de chercheuse. Et donc, on a abordé un petit peu la controverse socio-technique, scientifique interne qui agite notre discipline. Donc, avec des personnes qui pensent que on peut modifier notre environnement encore plus pour produire éventuellement encore plus et donc quand même faire du bien ou moins de mal à l'environnement. Donc ça, c'est la thématique land sharing versus land sparing, où donc il y a une partie des personnes dans notre thématique qui pensent que il vaut mieux avoir des systèmes plus extensifs qui permettent de maintenir plus de biodiversité, hein, c'est ce qui est montré en dessous. Et puis le land sparing, ben, c'est le contraire, il vaut mieux avoir des systèmes qui sont très intensifs et qui permettent de produire énormément. Parce que, en fait, du coup, on permet de maintenir plus de diversité enfin, on permet de produire autant ou plus sur une plus petite surface et donc de faire moins de mal à la biodiversité. Je ne sais pas si je suis claire. Et donc, c'est des tensions qui traversent notre discipline et qui sont débattues avec, par exemple, des personnes qui font remarquer que si jamais le land sparing ne permet pas ne maintient pas la capacité productive de la terre, ben en fait, on va détruire l'environnement de culture et donc, in fine, on aura de l'érosion et on ne pourra plus cultiver sur cette parcelle. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si j'ai été.